Reste avec moi au Paris Saint-Germain, et la vie continuera. Et le bonheur sera plus grand. Voilà. Si c'est du cœur, chaque fois que je le vois, je l'embrasse et je suis sincère. C'est mon fils. Sur le terrain, c'était un exemple. Il était tout le temps à 200%. Le retour. Ouais, le retour, je l'attendais avec impatience. Je l'ai rêvé, je l'ai pensé. Revenir dans mon club, c'était une obsession. Allez Louis, allez mon petit bonhomme. Ouais, mon petit bonhomme, bravo. Aujourd'hui, on s'attaque à la légende ultime du PSG, aussi bien en tant que joueur qu'entraîneur, Luis Fernandez. On va retracer donc sa jeunesse puis sa vie professionnelle puisqu'elle est assez riche et je vous mettrai aussi des images trop cool d'archives que j'ai pu trouver en faisant des recherches pour la vidéo. Et on commence par le tout début avec ses 9 premières années qu'il passe en Espagne puisqu'il est né le 2 octobre 1959 à Tarifa dans l'extrême sud du pays. Et il y a plusieurs raisons qui vont faire que lui et sa famille vont rejoindre la France. Il y a déjà le décès de son père qui intervient quand il a 6 ans, puis il y a le contexte économique. Sous le franquisme, la situation économique en Espagne n'est pas incroyable. Les Fernandez arrivent donc près de Vénissieux à Lyon en 1968 et se rapprochent donc des sœurs du père de Luis qui étaient déjà en France. D'après ce que j'ai vu et lu, il a aimé vivre dans ce contexte multiculturel qu'offrait son quartier et il est et doit toujours être admiratif de sa mère qui a consacré sa vie à ses 6 enfants. Il a également un profond respect pour ses frères et sœurs qui ont participé à sa réussite dans le monde du football, par lequel il rentre via l'AS Minguette. Et il y avait a priori que le foot qui pouvait le faire rêver à cette époque-là, à tel point que ses frères devaient le punir et l'enfermer dans sa chambre pour qu'il fasse ses devoirs. Et il jouera entre le club des Minguettes et Saint-Priest, en se faisant souvent remarquer comme étant le meilleur sur le terrain. C'est Max Bersou, ancien éducateur ou coach des jeunes, ça j'ai pas trouvé l'information, qui va écrire des lettres pour lui au club pro pour lui avoir des essais. Entre temps, il est déjà entré dans une carrière professionnelle normale, en tant qu'aide électricien à l'usine, une carrière qu'il aurait embrassée toute sa vie s'il avait dû. Après, il était trop bon au foot pour rester à l'usine et M. Bersou lui obtient des essais à Avignon, qui seront sans retour, et un essai à l'AS Nancy-Lorraine. En Lorraine, ça se passe très bien, mais le président veut pas le recruter parce qu'il a une nationalité étrangère et qu'à l'époque, on a le droit qu'à 2 joueurs étrangers par équipe sur le terrain. Il rentre à Lyon sûrement dépité, mais il va obtenir un stage dans le tout jeune PSG. Ce stage, il a dû presque supplier son contremaître à l'usine pour pouvoir y aller. Monsieur Bersou, ses frères et sœurs l'ont aidé à pouvoir sécher l'usine pour aller à Paris. Je reçois une lettre du Paris Saint-Germain qui me demande de monter. Je leur dis à mes frères et mes sœurs, je dis, contremaître, il ne veut pas que je me déplace, il veut que ça y est, c'est fini. Il m'a donné 2 autorisations, la 3e, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'ils font, mes frères et mes sœurs et M. Bersoul? Parce que M. Bersoul, c'est le monsieur qui écrivait des lettres pour moi. Ils écrivaient les lettres pour que j'aille faire des essais. Ils viennent à l'usine pour voir le contremaître. Il dit au contremaître, laissez-lui si ça donne la chance. C'est la dernière, on ne viendra plus jamais. T'imagines? Ils l'ont forcé et le monsieur a accepté. Mais à Paris, il va quand même pouvoir toucher son rêve du doigt. Il va pouvoir entamer à Paris sa carrière de footballeur, mais avec un contrat stagiaire, puisque le PSG vient de recruter le portugais João Alves et le brésilien Abel Braga. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tu as droit qu'à 2 étrangers par équipe sur le terrain, donc il va attendre 1980 pour signer son premier contrat pro officiel. Je trouve ça fou que ça arrive aussi tard, mais bon, il va quand même jouer tout de suite. Clin d'œil du destin, il va jouer directement son premier match en 1978 contre Nancy, qui ne voulait pas de lui, et il va provoquer le penalty qui va faire gagner le match à Paris 2-1. Pas mal comme début. Pour ne plus être confronté au problème de nationalité, il va demander la naturalisation qu'il va obtenir en janvier 81. Ça va avoir une incidence à l'international, mais ça on va y revenir après. Et il sera évidemment des 3 premiers titres du club, donc les 2 premières Coupes de France en 82 et 83, et le titre de champion de France 86, dont il sera une pièce majeure. Gérard Houllier qui arrive au club en 85 va nommer Luis Fernandez capitaine de l'équipe, qui va agir comme une locomotive toute la saison. Lui qui est parfois vu comme un râleur, un joueur un peu brutal, va voir son comportement totalement se modifier pour cette saison. C'est pas moi qui le dis, c'est Gérard Houllier. Il râlait toujours, il n'était jamais content, il rigolait. Et donc je me suis dit, j'ai pas vu une saison comme ça. Donc je l'ai pris dans ma chambre et pendant 2 heures ou 3 heures en tête à tête en me disant ce que j'attendais de lui. Et j'attendais d'autant plus qu'il allait être mon capitaine. Donc je pense que ça a transformé peut-être son attitude. Et il a fait 36 matchs sans prendre un carton après. C'est quand même, parce que quand même, quand on connaît le joueur et le personnage, presque une gageure. Et qui dit victoire en Coupe de France, dit Coupe d'Europe, les premières du club auquel Luis va participer. Et la première participation finira un peu en eau de boudin en quart de finale de Coupe des Coupes.
contre Waterschei. Victoire 2-0 à l'aller, défaite 3-0 au retour. Ça ressemble à des trucs qu'on a déjà vécu récemment. C'est peut-être ça l'ADN. La saison suivante, ça va peut-être vous rappeler quelque chose contre la Juve de Platini. Une élimination qui se fera ici sans défaite, 2 matchs nuls 2-2 et 0-0, ce qui va rappeler un peu la confrontation contre le Barça en 2013. On s'éloigne un petit peu de Luis, mais on y revient, vous inquiétez pas. En 86, il a 27 ans, il est au sommet de son art. Champion avec le PSG, il décide de partir dans l'autre club de Paris qui est en train de renaître à cette époque-là, le Racing Club de Paris, qui va devenir Matra Racing. J'avoue, j'ai tout de suite pensé que ce départ, ça serait mal passé parce qu'il va dans un club rival. Mais non, il a eu un bel hommage et des fleurs pour son dernier match au Parc des Princes en tant que joueur du PSG. Et tant mieux que ça se soit passé comme ça. En tant que joueur, Luis, ça sera 273 matchs sous les couleurs rouges et bleues pour 39 buts. Et en passant au Racing de Lagardère, il va augmenter son salaire de manière faramineuse en passant de 25 000 à 700 000 francs par mois. J'ai fait la conversion sur le site de l'INSEE pour voir l'équivalent aujourd'hui. En fait, c'est comme s'il passait de 7 000 à 200 000 euros par mois. Et en vrai, comment lui en vouloir, hein? C'est son Eldorado à lui, avec l'assurance d'être une tête d'affiche et la promesse de jouer les premiers rôles en championnat de France. Et sur sa période de 3 ans au Matra, il va quand même être super bien entouré, hein, avec Ginola, Francescoli, Olmeta, et à la baguette Arthur Georges qui vient de gagner avec des champions avec Porto. Mais malgré tout ça, l'aventure ne sera pas idyllique, hein. Les résultats seront décevants et il va avoir une grosse blessure au genou qui vont lui faire craindre une fin de carrière. Ces 3 ans ne se passent pas du tout comme prévu sur le plan sportif et Lagardère se désengage au bout de 3 ans, faisant retomber le Matra dans l'anonymat. L'aventure un peu ratée pour Luis, mais au moins il peut rejouer et il y aura une petite période de chômage. Regardez juste ce reportage de Téléfoot. Et nous allons à Toulouse. Toulouse contre le Football Club de Mulhouse, Henri Sakiné. Oui, alors que les joueurs font à l'instant même leur apparition sur la pelouse du stadium municipal, 4000 spectateurs environ. Première journée du championnat et vous êtes là tout seul à la radio, tous vos camarades sont sur le terrain sans vous, comment vous réagissez? Effectivement, je suis très déçu. La première journée de championnat sans moi, j'aurais jamais cru. Alors, je suis très malheureux ce soir. Et bon, il faut savoir accepter ces choses-là avec beaucoup de philosophie. Vous gagnez une somme très importante, 500, 600, 700 000 francs par mois au Matra. Je les gagne plus. Là, c'est combien? 23 000 francs, je crois. Je ne sais pas. J'ai pas encore pointé à NPE. Je veux dire que j'y pense pas. Le Luis Fernandez, revu à la baisse, pour peu qu'il retrouve le niveau international, ça peut faire une très bonne affaire pour un club de première division. Sur les rangs, en première position, l'AS Cannes, avec qui Luis s'entraîne depuis le début de la semaine. Les supporters seraient ravis, les dirigeants aussi. L'entraîneur Jean Fernandez, lui, veut encore du temps pour s'assurer de la valeur réelle du joueur. En attendant, toutes les propositions sont les bienvenues. Et il signera donc bien à l'AS Cannes où il va terminer sa carrière. Et il va vivre de bonnes saisons aux côtés du tout jeune Zidane ou encore d'Amara Simba que les supporters parisiens connaissent bien. Tout ça jusqu'en Coupe de l'UEFA, donc c'est pas mal. Il va également retrouver son père spirituel du PSG, Francis Borelli, qui deviendra président de l'AS Cannes en 92. Le club va descendre en 2e division et Luis va mettre un terme à sa carrière de joueur pour embrayer directement sur celle d'entraîneur à l'AS Cannes. Parce qu'en fait, durant la saison 92-93, il passe de joueur à coach en cours de saison. Voilà pour la carrière de joueur en club, mais il y a encore plein de choses à dire pour la sélection. Il est naturalisé en 1981 comme je l'ai expliqué tout à l'heure et il arrivera fin de l'année 1982 chez les Bleus. Et à 23 ans, il va tout de suite prendre sa place dans une équipe de France qui sort quand même d'une demi-finale de Coupe du Monde. Il remplace Bernard Gengini dans le carré magique, il formera avec Giresse, Tigana et Platini. Carré magique dans lequel il sera un élément fondamental pour soulever le premier titre international de l'équipe de France, l'Euro 84 à la maison. Et il va arriver comme un patron à la Coupe du Monde 86 après son titre à Paris. Il sera décisif en phase de groupe et tireur du dernier tir au but qui éliminera le Brésil en quart de finale, dans un match qui est désormais légendaire. En 86, on a Rocheteau, Bossis et Giresse qui arrêtent l'équipe de France. Ça sera le tour de Tigana et Platini en 87. Luis devient donc le capitaine des Bleus à la suite de ça. Et il poussera jusqu'à l'Euro 92, passant de titulaire à remplaçant, mais toujours taulier d'un groupe jeune à former. On est donc quand même sur une bonne carrière de joueur, et ça va continuer en tant que coach. Je le mentionnais avant, la transition est express entre les deux rôles à Cannes. Il fera directement remonter le club en Division 1 et le qualifiera même pour la Coupe de l'UEFA l'année suivante avec un jeu offensif et alléchant qui le propulsera meilleur entraîneur de la saison en 94. Des débuts de fou qui vont le faire revenir au PSG dans son nouveau rôle en tant que prodige du poste. Et pour sa première saison, il va pas faire de recrutement directement, mais il va redistribuer les cartes dans le groupe. Il va donner le capitanat à Alain Roche alors qu'il était à Paul Le Guen avant. Il va replacer Daniel Bravo au milieu
et vouloir conserver Rai, qui sort d'une première saison pas top et que la direction voulait vendre. Sans l'OM qui vient de descendre en Ligue 2, on se dit que Paris va rouler sur tout le monde, mais c'est Nantes et Lyon qui vont finir devant Paris sur le podium en 95. Après, il va quand même faire le doublé Coupe de France, Coupe de la Ligue, la première de l'histoire, et lâcher une phase de groupe parfaite en Ligue des Champions. Et ça, il n'y a que 8 clubs qui l'ont fait dans l'histoire jusqu'à l'arrivée de cette nouvelle formule, et il y a Paris dedans, qui vont aussi éliminer le Barça de Cruyff avant de tomber en demi-finale de Ligue des Champions contre Milan. Donc il y a de la frustration en championnat, mais ça fait quand même des titres. À l'intersaison 95, il va devoir remodeler, puisque Weah, Valdo, Ricardo et Ginola s'en vont. Et ils seront plutôt bien remplacés par Djorkaeff, Loco ou Ngoti. Et cette fois, tout se passe bien en championnat jusqu'à février 96, où après une défaite à Monaco, une série noire s'entame. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de force qui est laissée en Coupe des Coupes, mais aussi parce que l'entraîneur est un petit peu trop présent et peut-être encore un peu trop joueur dans sa tête. Ça, c'est Bernard Lama et Alain Laroche qui l'expliquent en interview. Un des problèmes, c'est que quand vous êtes entraîneur, que vous participez à tous les jeux, vous faites les taureaux, vous faites des petits ponts joueurs, vous chambrez, vous jouez aux cartes avec eux, vous chambrez aux cartes. Le jour où ça va pas, que l'équipe ne va pas bien, ou que vous prenez une décision, ou que l'entraîneur prenne la décision parce que d'un joueur qui va pas jouer, et que vous continuez à jouer aux cartes avec lui, ou au foot avec lui, que vous continuez à chambrer, moi le joueur, ça monte, et ça fait des éclats, voilà. Même des fois, c'était l'embrouille à l'entraînement parce qu'il jouait et que tant que son équipe n'avait pas gagné, l'entraînement ne se terminait pas et souvent ça se terminait sur des quiproquos. Donc c'était pas très très agréable comme gestion. Et on a flanché après. On a flanché parce que l'équipe n'était pas stable. Et ça, c'était purement lié à l'entraîneur, qui n'était pas stable. Yannick Noah est appelé en renfort pour consolider le groupe qui est un peu fracturé, préparer le match contre le Rapide de Vienne pour sauver la saison. Et Louis est forcément pas très content de cette décision du président Michel Denisot, mais il devra s'en accommoder. Puis c'est quand même sûrement l'élément qui l'a aidé aussi à devenir, encore aujourd'hui, le seul entraîneur français à avoir remporté une Coupe d'Europe avec un club français. Malgré le trophée, les tensions avec les joueurs sont trop fortes et il va être poussé vers la sortie et il va rebondir directement à l'Athletic Bilbao. Là-bas, avec un effectif illimité, il va quand même faire de bonnes choses jusqu'à emmener le club en Ligue des Champions pour sa deuxième saison sur les 4 qu'il va passer là-bas. Il quittera le club basque en 2000 et va retrouver en décembre de la même année un poste dans un club qu'il connaît bien, le PSG évidemment. Pour ce deuxième passage, il arrive dans un club en crise et va beaucoup recruter directement. À l'été 2000, on lance sur le plan PSG banlieue. Ça fait un petit peu nom d'opération de ministre de l'Intérieur, mais il va y avoir des recrutements de Luxin et d'Almat. Anelka va revenir et Luis va ajouter une petite touche espagnole avec Arteta et Pochettino. Bon, ça va pas bien prendre et le club termine finalement 9ème. Mais Canal+ a encore des sous à mettre dans le club et à l'été 2001, ça va beaucoup dépenser avec des Stéphanois comme Alozio et Alonso, l'arrivée de Gabriel Heinze, mais surtout l'arrivée de Ronaldinho qui va découvrir l'Europe. Mais sur ce deuxième passage, il est un petit peu plus tendu et ça va se ressentir avec les joueurs. Avec Laurent Robert ou Peter Luxin, ça se passe pas très bien. Avec Anelka non plus d'ailleurs, ce qui va en découler les sketchs des guignols de l'info Nico et Luis. Et avec Ronaldinho, il va y avoir aussi des tensions puisqu'il va le laisser pendant 2 mois sur le banc. Il va aussi être suspendu 6 mois de banc après avoir chahuté les arbitres après une demi-finale de Coupe de la Ligue contre Bordeaux. Bref, ça va être un deuxième passage qui est beaucoup plus compliqué malgré les moyens qui sont mis à sa disposition. Ça reste pas bien terrible et donc il va quitter le club en 2003. À la suite de ça, il ira chercher un maintien un peu miraculeux avec l'Espagnol Barcelone et il ira entraîner des clubs en Israël et au Qatar. Il passera aussi par le Betis Séville ou encore Reims avant de devenir sélectionneur, donc il sera de l'Israël puis de la Guinée en 2016, qui est sa dernière expérience sur un banc. Il va quand même faire un retour au PSG en tant que directeur sportif du centre de formation pendant la saison 2017-2018. Mais Luis Fernandez, c'est aussi une figure médiatique en France, et cette carrière médiatique, elle va commencer en 2000 en tant que consultant sur Canal+. Ça va être assez court, comme il revient au PSG dans la foulée. En 2003, il va arriver sur RMC avec son émission Louis Attaque, qui va quand même durer jusqu'en 2016, qui fait une sacrée longévité. Il va rester proche des terrains quand même, en suivant les matchs des grandes compétitions en 2006 et en 2008 pour TF1, et en étant chroniqueur sur diverses émissions sur d'autres chaînes. Ça, avant d'atterrir sur Beansport en 2013, où il deviendra une figure de proue sur tout ce qui concerne le football. Encore aujourd'hui, on le retrouve d'ailleurs sur une petite web-série où il coach une équipe de D4. Voilà pour la carrière professionnelle de Luis, et je pense que c'est pas fini, au moins dans les médias, il a encore des choses à nous montrer. Pour le football, pour le coup, je suppose quand même que là, c'est fini. D'après mes recherches et les images que j'ai pu voir de lui sur et en dehors du terrain, c'est un mec, un vrai guerrier en fait. C'est un mec qui a pas envie de lâcher, qui a soif de victoire. C'est un mec entier qui donne tout,
En tout cas, c'est l'impression qu'il m'a donné. Quelqu'un qui aime rire, qu'il a parfois fait malgré lui, avec des tournures de phrases un peu rigolotes, ou sa marionnette au guignol. Tout ça, c'est Luis, et Luis, c'est un pan entier de l'histoire du PSG, ça il faut jamais l'oublier. Un mec qui a marqué le club en tant que joueur, capitaine et entraîneur, et qui continue d'aimer profondément les couleurs rouge et bleu. Voilà, c'est comme ça que ça se termine. C'est sans doute la vidéo la plus longue de la chaîne, mais en même temps, il y avait beaucoup de choses à dire sur Luis Fernandez. Merci si vous êtes arrivé jusque là, vous pouvez mettre un petit pouce et vous abonner, parce qu'il y aura d'autres vidéos. Les sources qui m'ont aidé à construire cette vidéo sont en description, et aussi mes réseaux sociaux en bas. La prochaine vidéo sur les jeux vidéo, ça sera sûrement sur Ender Lilies ou The Finals, ça je suis encore en train de décider. Pour le PSG, on va parler de Georges Weah. Je vous fais donc de gros bisous, un bon début d'année à vous, à bientôt, ciao. Merci tous ces supporters qui ont compté dans mon cœur. Et pour cela, je ne vous paierai pas. C'est des supporters que j'aime et que j'aimerai toujours. Vive le Paris Saint-Germain.